Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Charonne. Sur notre émission spéciale dédiée à l'animation et à l'éducation populaire, aujourd'hui, nous avons le plaisir de plonger au cœur d'un domaine essentiel à l'épanouissement des citoyens et des individus. Pendant cette émission, nous allons explorer les multiples facettes de l'animation et de l'éducation populaire, en mettant en lumière les expériences, les défis et les réussites de ceux qui sont engagés dans ce domaine passionnant. Nous allons découvrir les témoignages inspirants des étudiants en master sciences de l'éducation, en animation et éducation populaire, qui font vivre cette discipline au quotidien. Préparez-vous à être transportés dans un univers où l'innovation, la créativité et le partage œuvrent pour un avenir plus prometteur. Donc, maintenant, nous allons interroger, poser des questions et les masters vont nous répondre. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre la parole, vous pouvez faire des petits blancs ou autres, tout ça sera enlevé au montage. Aucune pression les amis. Donc, nous allons commencer par la question numéro 1. Qu'est-ce qui pour vous a incité à choisir ce domaine d'études en particulier? Bonjour, je m'appelle Emma. Ce qui m'a amenée en fait à choisir les sciences de l'éducation, c'est que j'ai tout simplement passé mon BAFA et pour pouvoir le financer, j'ai utilisé un programme qui s'appelle le projet OSE. Donc c'est un projet de la commune dans laquelle je vis et c'est aussi un projet départemental si je dis pas de bêtises. Et en fait pour financer donc les stages théoriques et pratiques du BAFA, et le projet OSE propose donc de faire quelques heures de travail pour la ville D'accord. afin de du coup avoir une rémunération pour pouvoir payer notre projet ensuite. Et en fait, j'ai donc participé à un événement de ma ville qui s'appelle Palais aux plages, où du coup j'étais animatrice sur cet événement, donc sur des activités créatives, mais également de la surveillance. Enfin, c'est un gros événement. Et en fait, j'ai cherché un peu à creuser dans ce domaine. Et j'ai vu que l'animation, c'est quand même ce qui me motivait le plus. Et donc, j'ai trouvé ce master à Créteil. Incroyable. Alors là, tu es en train de nous dire que pour toi, le BAFA a été une passerelle justement pour en arriver jusqu'à là. C'est ça, parce qu'en fait, à la base, je voulais faire des études d'orthophonie. D'accord. Et donc malheureusement, je passais les concours quand il y a eu le Covid, donc j'ai pas pu les faire en vrai. C'était que du coup comment dire, euh, c'était sur Parcoursup, donc uniquement sur dossier. Et en fait, je me suis motivée un peu à alimenter mon dossier justement avec le BAFA, sauf qu'au final, n'ayant pas été prise en orthophonie et ayant le BAFA et comme c'était du coup devenu une passerelle qui m'avait plu, voilà, Ok. je suis bien retombée sur mes pieds. Mais merci infiniment pour ton témoignage, Emma. Donc nous allons passer à quelqu'un d'autre. Donc n'hésite pas à donner le micro ou les autres étudiants, n'hésitez pas à prendre un micro et vous exprimer voilà, sur tout cela. Donc Odile, je vois que tu es bien proche du micro. N'hésite pas, à toi la parole. Bonjour, du coup je m'appelle Odile et ce qui m'a incité du coup à aller en master sciences de l'éducation, parcours animation et éducation populaire, c'est par rapport à mon expérience professionnelle. Donc en gros en 2021 j'ai été diplômée d'un diplôme d'état d'assistant de service social et la première chose que je voulais faire c'était de travailler avec les jeunes, sauf que je n'avais pas eu cette opportunité là tout de suite, ce qui fait que j'ai travaillé dans un premier temps au centre communal d'action sociale d'une mairie. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que ouais, ce qui me manquait vraiment, c'était de travailler en lien avec les jeunes en particulier. Et donc, du coup, c'est là où j'ai postulé pour travailler dans un service social en faveur des étudiants. Donc j'étais vraiment en contact des étudiants, je les aidais dans leurs problématiques sociales, problématiques familiales, problématiques financières également. Et en parallèle, je réfléchissais beaucoup à l'idée de reprendre mes études. J'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que le master où je suis actuellement n'était proposé que dans la fac où j'étais.
Certes, c'était une contrainte par rapport à la localisation, mais je me suis laissée tenter, j'ai postulé. Il faut savoir que j'ai postulé dans 2 masters, le master intervention sociale et le master animation éducation populaire. J'ai été pris dans les deux et j'ai dû faire un choix. Et j'ai pris animation éducation populaire parce que l'éducation populaire, je ne savais pas énormément ce que c'était au départ, mais je sentais que c'était quelque chose qui me parlait et que j'allais me plaire là-dedans. Surtout qu'il y a le mot éducation là-dedans. Et vu que beaucoup de camarades de classe savent que j'adore la jeunesse, travailler avec les jeunes, je me suis lancée là-dedans et aujourd'hui, je ne regrette en rien mon choix. Excellent. Mais merci infiniment. De Donc, rien. ton prénom, excuse-moi. Dylan. Allez, Dylan, lance-toi. Bonjour. Moi c'est Dylan. Du coup, comment je suis arrivé là, de base, j'hésitais entre 3 domaines. Donc tout ce qui était soit le social, soit tout ce qui était domaine économie, parce que j'avais fait ES. Et il y avait tout ce qui était droit et tout. Donc je me suis concentré sur le droit, mais le droit c'était trop compliqué. Donc du coup j'ai arrêté. Et après je suis passé par plusieurs parcours. Et je me suis rendu compte que c'était le social qui m'intéressait. Et puis je me suis dit, quitte à avoir raté un truc et retomber sur un autre truc, faire une reconversion, autant que ce soit dans un truc qui me plaît. Du coup, je suis passé par là. Donc j'ai fait un BTS dans tout ce qui est sanitaire social. Après, j'ai enchaîné avec une licence pro. C'était responsable, coordination, aide à la personne dans son environnement. Donc ça concernait tout ce qu'il fallait faire dans le domaine de la coordination dans des établissements qui s'occupent de personnes handicapées. Et à la suite de ça, c'est là où j'ai postulé dans ce master-là. Pourquoi ce master-là ? Parce que par rapport à l'intitulé du master, je sentais que c'était un domaine dans lequel j'allais me plaire. Enfin, moi, quand je regardais animation, éducation populaire, je me suis dit, c'est des milieux dans lesquels je pourrais me plaire dans la mesure où c'est des milieux où ça a l'air d'être très ouvert, on va dire. Enfin, quand je dis ouvert, c'est dans la mesure où on peut travailler avec les gens et tout. Donc c'est pour ça que je suis allé là-bas. Excellent. Un grand merci à toi. Maintenant, petit tour d'horizon sur Mademoiselle. C'est un peu dénoncé. Hein. Du coup, moi, c'est Émilie. Avant le master, j'étais en lettres modernes et je faisais beaucoup de théâtre. Et j'avais fait les lettres modernes parce que avant les lettres modernes, j'étais en philo. Et je voulais travailler dans le domaine de l'édition pour pouvoir faire... Enfin, ça n'avait rien à voir, en fait, j'étais un peu... Bon, bref, c'est pas grave. Et je voulais travailler dans l'édition pour pouvoir faire de l'art-thérapie. Et du coup, je faisais aussi beaucoup de théâtre et je me suis spécialisée aussi en travaillant avec des seniors. Et j'ai travaillé dans une résidence pour personnes âgées autonomes où je leur faisais des cours de théâtre. Et je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et du coup, j'ai trouvé ce master. J'avais vu une conseillère d'orientation qui m'a aidée avec un site web et j'ai trouvé toute seule et j'ai postulé. Et je me suis dit, je ne serai jamais prise, j'ai été prise. Bon, voilà, je suis là. Excellent. Mais merci beaucoup pour ce témoignage, ma grande. Maintenant, nous allons passer à notre ami Kassim, voilà, qui va nous faire part aussi de son témoignage. Kassim, je t'en prie, à toi la parole. Bonjour, du coup, moi c'est Kassim. Je suis arrivé dans ce domaine Je suis rentré dedans à partir de mon enfance, parce que du coup, quand j'étais petit, la plupart du temps, je baignais un peu dans ce qui était animation, éducation populaire, centre de loisirs, centre de vacances, parce que ma mère, qui était institutrice, avait à la fois, d'un autre côté, pendant les vacances, elle travaillait en tant que directrice de tous ces centres. Du coup, à chaque fois qu'elle avait un poste, je l'accompagnais et je pouvais participer à tout le séjour, ce qui m'a amené à faire le BAFA quand j'ai eu 18 ans. Bien sûr, on pouvait le faire avant, techniquement. Et une fois que ça a été effectué, j'ai eu un début assez tumultueux pour le début de mes études. Parce que j'ai enchaîné avec une licence en histoire, chose que je ne voulais pas spécialement. C'était juste que je ne savais pas encore ce que j'allais faire après. Et comme Émilie vous l'a dit, je suis allé voir une conseillère d'orientation après, qui m'a aidé à voir ce qui me plaisait vraiment, à voir ce que je voulais faire après. Et j'ai enchaîné avec des études en animation avec le numérique. Puis j'ai fait la licence en sciences d'éducation pour finir dans ce domaine qui est vraiment social, éducation populaire, avec
le travail avec la jeunesse. Parce que j'aime beaucoup travailler avec les... Sur le papier, j'aime travailler avec les personnes de tout âge, que ce soit jeunes, petits, personnes âgées, mais si je devais choisir, ce serait entre 6 et 18 ans, ou même plus, mais pas forcément les personnes âgées, parce que, pas que je n'aime pas, mais je trouve que je me sens pas légitime à aller vers ce public, parce que je ne trouve pas que j'ai les capacités pour. Donc le social, c'est... On va dire que j'ai baigné un peu de temps depuis un moment. D'accord, ben merci. Merci infiniment, Cassim. Maintenant, nous allons passer à ta collègue. Donc, à toi la parole, ma grande. Alors bonjour, moi c'est Lucie. Comment je suis arrivée en sciences de l'éducation? Alors j'ai d'abord fait une licence en anthropologie et je me voyais pas continuer en master dans la recherche et en sciences humaines en tout cas. Donc j'ai fait une année de césure et pendant cette année de césure, j'ai fait un service civique et je me suis engagée auprès d'une association qui s'appelle Adozen où je suis intervenue en milieu scolaire j'ai fait de la prévention donc autour de la santé, de la solidarité et de la citoyenneté. Et ça m'a ouvert les portes de l'éducation populaire, ce que je nommais pas éducation populaire, mais en fait, maintenant, ce que je comprends, c'était le cas. Et donc, cette expérience m'a beaucoup apprise. Et j'ai voulu chercher une formation parce que du coup, j'avais pas de formation dans le milieu de l'éducation et de l'animation. Et donc, en faisant mes recherches, comme je voulais toujours pas faire de master recherche pure, je suis tombée sur ce master-là à l'UPEC parce qu'il y avait la possibilité de faire des stages en première année et en deuxième année, ce qui est très rare en master. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce master-là. Superbe. Merci infiniment. Maintenant, nous allons passer à ton cher collègue Alexis. Alexis, je t'en prie, à toi de t'exprimer. Bonjour. Moi, c'est Alexis. Du coup, je suis un peu dans cette filière par hasard par rapport à la licence. Parce que du coup, j'ai fait la licence et du coup, master sciences de l'éducation, parcours animation éducation populaire en M1, M2. Je suis arrivé dans cette licence sciences de l'éducation parce que je n'ai pas eu mon premier choix qui est la médecine. Du coup, une fois que j'ai été refusé en médecine, du coup, il fallait que je fasse un cursus. Du coup, j'ai choisi sciences de l'éducation sans savoir trop ce que c'était. Une fois que j'étais en licence, du coup, j'ai continué à demander médecine pendant ces années de licence. N'ayant toujours pas médecine, du coup, je suis allé en master. Et du coup, la fin de master 2, je ne vais pas rester dans ce domaine. Je vais partir pour être directeur d'établissement pour personnes âgées. Donc voilà. En effet, quel parcours. Ok, très bien. Mais merci infiniment, Alexis. Maintenant, nous allons donner le micro à Rania. J'espère que j'ai bien prononcé le prénom. Et à toi la parole, ma grande. Bonjour. Moi, personnellement, j'ai fait tout mon parcours scolaire universitaire en Tunisie. J'ai fait une licence en droit privé. Après, j'ai fait un master en anglais spécialisé en common law, droit anglo-saxon. Et j'étais très convaincue de mon sujet de mémoire. Et après, pour des raisons politiques et personnelles, je suis partie de mon pays. Et après, j'ai candidaté pour ce master parce que je suis une militante queer féministe décoloniale et j'ai l'approche juridique. Mais en fait, dans le travail, je fais des ateliers de sensibilisation à la violence policière, connaître nos droits, accès aux droits aux personnes minorisées et marginalisées en Tunisie. Et donc, ça me manque aussi l'approche l'animation éducation populaire, l'approche sociologique. Et pour aussi une autre raison académique, c'est je voulais faire aussi après ce master une thèse co-tutelle entre université de droit et université de sociaux. Et donc c'est une passerelle aussi pour continuer mon parcours académique, mon projet académique et pour m'aider aussi personnellement pour mes causes militantes politiques personnelles et le travail aussi social
Pas que moi, je trouve la loi sans la sociologie, sans les sciences humaines, je sens en fait qu'il me manque un truc c'est complémentaire et ça m'aide aussi à comprendre d'où ça vient cette loi, pourquoi elle est appliquée, sur qui elle est appliquée. Et c'est comme cela je me trouve en éducation populaire. Excellent. Merci infiniment. Maintenant, nous allons terminer par Amandine, voilà, qui va nous exprimer aussi. Donc, bonjour, moi c'est Amandine. Donc, comment je me retrouve donc cette année en animation éducation populaire. Tout a commencé quand j'étais en sciences de l'éducation. Donc, je me destinais à être professeure des écoles. Donc, j'ai fait une licence sciences d'éducation, parcours enseignement et éducation. Ensuite, ça m'a amené à faire un master MEF, donc métier de l'enseignement et de l'éducation et de la formation. La première année, je ne l'ai pas obtenu, donc j'ai redoublé cette année-là. Durant cette année-là, donc j'ai fait un service civique dans une association d'accompagnement à la scolarité. Donc, on aidait les enfants qui étaient en difficulté scolaire. Donc, le côté social, le côté de l'animation, ça m'avait beaucoup plu. Et donc, j'avais arrêté mes études lors de cette année de redoublement. Je me suis destinée du coup à travailler à temps plein dans cette association. Et 2 ans plus tard, j'ai décidé de reprendre mes études. Je ne savais pas dans quel domaine exactement. Enfin, je savais que je ne voulais plus être professeur des écoles. Mais ce que je faisais comme travail durant ces 3 années-là, ça m'avait beaucoup plu. Donc, je me suis lancée dans un master qui touchait le domaine du social. Donc, voilà pourquoi je me retrouve là aujourd'hui. Ok, super, merci beaucoup Amandine. Maintenant, nous allons passer à Mélina. Voilà, Amandine n'était pas la dernière pour le coup. Il manquait Mélina. Donc Mélina, vas-y, je t'en prie, à toi la parole. Bonjour, je m'appelle Mélina. Moi c'est rapide, hein. C'est clairement par découverte parce que je sais toujours pas ce que je vais faire. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Tenter l'expérience. Ok, mais Mélina, merci infiniment. Alors, après ce tour d'horizon qui me paraît assez riche, parce que des parcours différents, pour vous retrouver ensemble dans ce parcours, dans cette filière, animation éducation populaire, qui s'inscrit dans la formation des sciences de l'éducation, les sciences sociales. La deuxième question est la suivante. Alors, quelles connaissances pensez-vous acquérir dans le cadre de ce parcours? Bien sûr que vous n'avez pas encore fini votre formation, mais déjà, quelles connaissances pensez-vous acquérir qui vous permettraient de mobiliser, selon vous, quelles compétences? C'est une question qui mérite une réflexion, mais en fait, à chaud, ça vous fait 1 an et demi que vous êtes dans ce parcours. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir acquérir, en tout cas qui peuvent déjà vous aider à mobiliser certaines compétences sur le terrain? Donc, maintenant je connais les prénoms. Et nous allons interroger notre ami Dylan. Wow. Dylan, vas-y, je t'en prie, prends le micro, à toi la parole. Ah ouais, c'est pas évident, hein. Compétences. Alors, les compétences que je pense avoir acquis, on a fait beaucoup de projets pendant ces 1 an et demi. Donc, et ça nous a servi à tout ce qui est pour faire tout ce qui était diagnostic de territoire, examiner un peu le territoire, voir quel problème il y a là-dessus, puis ensuite partir sur des petites problématiques, les projets, ensuite mobiliser les moyens. Donc c'est tout ça un petit peu qu'on a vu parce qu'on a fait énormément de projets. Donc du coup maintenant on connaît un peu la démarche à suivre et ça pourra nous aider selon les endroits où on se retrouve à l'avenir. Du coup si on part à l'avenir sur des projets à réaliser sur nos futurs
nos futurs lieux de travail, bah, du coup, on saura à peu près quoi faire comme démarche. Voilà. Après, d'autres compétences, bah, je les ai acquéries bah, dans mon lieu de stage l'année dernière. Ok, excellent. Ben, merci à toi, Dylan. Amandine, je t'en prie, je vois que tu as envie de prendre le micro. Vas-y, à toi la parole. Alors pour moi, ça va être compliqué de répondre à cette question parce que ça fait que 3 mois que je suis dans ce master. Donc du coup, au niveau des compétences, je pense que là, je suis plutôt en cours d'acquisition. Ce qu'on retrouve beaucoup dans nos matières, c'est beaucoup la démarche de projet. Et là, je pense que je suis en train de comprendre et d'avoir les notions clés pour mettre en place des projets. Et comme a dit Dylan, c'est ce qui nous permettra, je pense, pour une bonne partie d'entre nous, de pouvoir réutiliser ces compétences-là qu'on est en train de travailler. Je pense qu'on pourra les remobiliser à l'avenir. Donc voilà, et après, au niveau de d'autres compétences, je n'ai pas trop en tête. Hein. Ok, Voilà. mais c'est déjà très bien, merci. Oh, Emma, je t'en prie, à toi la parole, oui. Bah, je pense que je vais dire un peu pareil que mes camarades. Comme tous nos cours sont vraiment axés sur la création de projets, donc on a, en fait, nos compétences, c'est les connaissances qu'on a apprises. C'est bah, justement comment choisir une thématique, coller cette thématique à un public cible, analyser un diagnostic de territoire. C'est voilà, comment vraiment mettre en place des projets. Mais si je peux rajouter une compétence personnelle que j'ai acquise, c'est en fait ça entraîne encore notre façon de nous organiser. Parce que comme il y a énormément de choses à faire dans les projets, il y a toujours ce... Et comme on fait beaucoup aussi de projets de groupe, parce que bah, le métier de social, c'est pour... on va forcément travailler avec des partenaires, nos collègues. Les métiers du social sont Ok, sociaux. excellent. Et depuis tout à l'heure, dans vos interviews, dans vos réponses, j'entends le mot projet qui revient très souvent. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots pour toi qu'est-ce que c'est un projet pour ceux voilà, qui ne connaissent pas forcément le domaine de l'animation, de l'éducation populaire? Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire qu'est-ce qu'un projet tout simplement? Un projet, si on le décrit simplement, ce serait mettre en place quelque chose. Donc ça peut prendre diverses formes, une activité, un atelier, une sortie, avec un public. D'accord. Voilà. Et Ok. faire correspondre du coup l'activité au public choisi. Ok. Oui, Alexis? Je vois que tu regardes vers le micro, bah, je t'en prie, prends-le et exprime-toi. Pour la définition d'un projet? Non, là, on est plutôt sur la compétence clé que tu penses avoir acquise durant ton parcours de formation. Ouais, je pense Les compétences clés, bien sûr. un peu comme les autres. On est quand même la plupart du temps dans le projet. Après, le projet est assez vaste parce que notre domaine est aussi assez vaste dans le social. C'est-à-dire qu'on peut toucher tous les publics et toutes les thématiques de société, on peut les étudier aussi. Donc, je trouve que la compétence, c'est aussi notre adaptabilité au terrain, au sujet et au public qu'on a. Voilà. Ok, excellent. Merci beaucoup. Donc, nous allons donner la parole maintenant à Mélina. Voilà. Donc, Mélina, je t'en prie, à toi la parole. Du coup, moi, pour ma part, ça serait plus dans la manière de travailler, dans le sens où dans ce master-là, on a vu que y avait beaucoup de travail de groupe à faire. Et c'était un peu une problématique que j'avais avant de travailler avec les gens. Et du coup, là, ça m'a permis de me sociabiliser un peu plus. Ok, superbe. On va donner maintenant la parole à ton voisin, à Mister Kassim. Donc, Kassim, vas-y, je t'en prie. Du coup, ce sera la même chose que pour tous les autres. C'est vraiment la conduite de projet. Et la seule chose que je peux rajouter en plus, c'est moi, comparé à, pour ma part, grâce aux compétences que je suis en train d'acquérir ici, j'en ai discuté avec des acteurs de Mayotte qui représentent une association qui sont là pour défendre les droits de l'enfant. Et ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de personnes dans ce domaine, l'éducation populaire, qui pourraient toucher le public qui est là-bas, parce que Mayotte, c'est un peu compliqué, réussir à créer des projets, réussir à créer des partenariats, réussir à créer de nouvelles associations qui pourront aider l'île à se relever un peu. Et du coup, je me dis,
j'aimerais bien acquérir la compétence de pouvoir gérer une équipe. Parce que du coup, avant de faire ce master, je me destinais à quoi? Juste un simple job d'animateur ou un peu surélevé. Mais avec le master, on peut prétendre à un travail de cadre, être plus haut placé, gérer une équipe, gérer des projets, gérer sous-directeur, quoi, pour faire simple. Mais En gros, pour mettre en valeur tes intentions éducatives, tes valeurs éducatives. C'est oui, ça? c'est ça. Ok. Mais merci infiniment. Maintenant, nous allons donner la parole à Miss Odile. Voilà, je vois que tu es en pleine réflexion intérieure. Donc, vas-y, s'il te plaît, Odile. N'hésite pas à t'exprimer. Alors, moi, durant la première année de master, j'avais l'impression de renforcer un petit peu les compétences que j'avais déjà acquises lorsque j'ai fait sur 3 ans ma formation d'assistante sociale, parce qu'on nous avait déjà appris à comment élaborer un projet, les différentes étapes d'un projet. Mais tout ce qui était lié à un peu au management, à la conduite aussi de projet, ça, je ne l'avais pas encore acquéri. Et j'ai l'impression que c'est un complément pour moi, du coup, durant ce master. Et là, cette année, je vois que c'est très axé sur le management, donc très clairement, viser des postes à haute responsabilité, avec plus de responsabilités. Chose qui me fait quand même un peu peur. J'aimerais bien avoir des responsabilités, mais pas trop. Voilà. Mais après, c'est que le début, ça se trouve, durant ma carrière professionnelle, au fur et à mesure du temps, j'aurais envie d'avoir plus de responsabilités. Ok, merci infiniment. Maintenant, nous allons passer la parole à Rania. Moi, je suis d'accord avec mes camarades parce que comment remplir et faire en fait remplir un appel à projet et surtout en fait la question de la subvention parce qu'il y a beaucoup d'associations et des collectifs où on n'arrive pas à répondre à cette question, d'où comment on peut avoir en fait de l'argent pour en fait subventionner nos actions et nos activités. Et je peux ajouter en fait que moi ça m'a intéressé aussi l'année dernière et cette année l'analyse sociologique, l'éthique de la recherche dans sciences humaines pour les études et tout, et ça me donne en fait une piste de recherche pour ma thèse et pour comprendre aussi les études qui sont publiées, avoir un œil critique aussi et avoir en fait comment peut-on analyser cette étude, comment la critiquer aussi. À part ça, je pense aussi en fait comment mener des entretiens sociologiques. Moi, j'avais pas ça avant. Ma formation, je suis juriste, donc j'ai pas la sociologie. Comment mener un entretien semi-directif, directif, c'est quoi la différence et comment en fait avoir un entretien dans l'empathie tout en gardant une éthique aussi sociologique en tant que chercheuse ou chercheur. Ok, superbe. Lucie, vas-y, je t'en prie, à toi la parole. Alors, je rejoins mes camarades sur ce qui a été dit. C'est vrai qu'il y a notre master, c'est à la fois un master de recherche, puisqu'on fait quand même un mémoire, et à la fois un master professionnalisant, puisqu'on fait des stages et qu'on a des intervenants professionnels en fait, qui viennent nous parler de leur établissement, de ce qu'ils font. Donc, les connaissances, elles sont à la fois en termes théoriques et professionnels. Beaucoup sur la conduite de projet, effectivement. Et en fait, je comprends ce qui était peut-être pas intuitif quand on lit l'intitulé du master, qui est Animation et Éducation Populaire. Mais parce que on n'a pas tant c'est pas une formation de BAFA, mais ça paraît logique parce qu'on est un master, mais on n'a pas tant de connaissances et de compétences sur comment on anime telle ou telle activité, mais plutôt on est plutôt formé à la conduite de projet, effectivement, le master l'a dit Kassim, on est amené à être des cadres intermédiaires. Voilà. Très bien, merci Lucie. Alors, Émilie qui va donc répondre à la question. Quelles connaissances pensez-vous
acquérir et pour mobiliser quelles compétences? Alors, du coup, comme tous mes camarades, je suis d'accord. On a énormément de cours sur la conduite de projet, comment réaliser un diagnostic de territoire, identifier les besoins aussi des populations. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'en plus, comme l'a aussi dit Lucie, le master est professionnalisant. On a beaucoup de... Enfin, par exemple, cette année, on a les séminaires intensifs, on nous amène sur des structures, on a une commande. Donc, du coup, cette année, j'ai l'impression aussi que ça ressemble pas mal à du consulting. Donc, il y a la conduite de projet et un peu... Non, pas de... Oui, un peu de management aussi. Et le consulting, je sais pas comment exprimer ça. Désolée. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, cette manière-là d'approcher aussi les choses. Parce que quand je suis venue en master éducation populaire, enfin animation éducation populaire, je m'attendais pas aussi à ce que ce soit autant... Enfin, vraiment, j'ai l'impression, de toute manière, je pense que c'est le cas. Le master, il est fait pour qu'on puisse diriger pas des entreprises, mais des structures du social. Donc, voilà. Super. Ouais. Merci. Ok, nous allons passer à la question suivante, les amis. Et là, je vous demande de vraiment répondre très brièvement, voilà, par une phrase ou quelques mots. Donc, la question, elle est très simple. C'est quel impact pensez-vous pouvoir avoir en tant que professionnel formé en animation et éducation populaire? Emma, allez, je t'en prie, à toi la parole. En quelques mots, moi j'aimerais beaucoup travailler dans les collectivités territoriales. Donc ça va de la commune au département, mais j'aimerais bien avoir un impact du coup sur les petites villes qu'on peut oublier. D'accord. Ok, très bien. Allez Dylan, lance-toi. L'impact que j'aimerais avoir, ce serait un petit impact assez important sur la future structure dans laquelle je vais... dans la structure dans laquelle je vais travailler. Qui veut dire? Dans la mesure où j'aimerais que ce soit un grand impact, mais sur le long terme. D'accord. D'accord, ok. Très bien, donc je t'en prie, Lucie. Moi, l'impact, ce serait de apporter semer ma petite graine auprès des personnes, enfin des jeunes surtout, parce que je veux travailler avec des jeunes, et qui se forgent leurs propres réflexions. Enfin, en fait, les faire amener à penser différemment. Ok, excellent, superbe. Bon, on va continuer le chemin avec Émilie. Moi, personnellement, j'aimerais bien développer chez les gens une conscience sociale, parce que je trouve que c'est un truc qui manque cruellement dans nos politiques actuelles et qui m'énerve au plus haut point. Et ça me va pas du tout, je veux réformer ce système. Voilà. Radia a des choses à dire, je t'en prie, à toi la parole. Je vais parler au début par rapport au rêve que j'aimerais bien le voir un jour, que en fait les personnes concernées, minorisées, marginalisées peuvent avoir leur espace, que leur voix soit écoutée par eux-mêmes et pour les autres personnes concernées. Mon impact que j'aimerais bien avoir, c'est en fait travailler sur la question de la santé mentale et la violence psychologique dans le travail, dans le social et le burn-out du personnel. C'est Odile. Alors moi, pour le moment, j'ai pas réfléchi à l'impact parce que je suis encore en plein cheminement. Je ne sais pas trop ce que je vais faire du coup après le master, enfin du moins quel poste je vais occuper après le master. Je suis encore en pleine réflexion et j'espère que ça va venir pour bientôt. Parfait, super. Donc, Mélina. Moi, je dirais pas impact, mais plus répondre à un besoin ou une problématique chez les individus. Ça serait l'idéal, du coup. Ok, superbe. Monsieur Kassim? Du coup, pour moi, le terme impact a l'air assez présomptueux. Je ne sais pas si je peux dire que j'aimerais avoir un impact sur la vie des gens, mais pour autant, j'aimerais qu'ils se disent un jour, en y repensant un autre jour, cette personne m'a appris telle chose, elle m'a apporté telle chose. Mais dire que j'aimerais avoir un impact, juste le penser de moi-même en me disant ça a l'air assez... Non.
Après, en tant que professionnel, c'est pas forcément l'impact de nous, l'individu, c'est l'impact qu'on va mettre au profit du collectif, avec les partenaires, avec tout ce qui gravite autour de nous. Voilà, on n'est jamais tout seul. Comme dit le dicton qu'on aime tous, tout seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc, Yaya, je pense que tu avais une petite question. Oui, merci. Alors, votre filière, elle est dénommée animation et éducation populaire. C'est la petite particule éducation populaire qui m'intéresse. Si votre filière s'appelait qu'animation, quelle serait la différence avec la filière qui s'appelle animation et éducation populaire? Et dans la foulée, en même temps, c'est comment l'éducation populaire peut-elle aujourd'hui répondre aux défis actuels? Je vais essayer de répondre à la première question par rapport à l'intitulé de notre master. Moi, personnellement, je pense que l'éducation populaire et l'animation sont dans une relation interdépendante. On peut pas. L'animation, elle fait aussi un élément très important dans l'éducation populaire. Donc pour moi, ce ne sont pas deux concepts qu'on peut les séparer d'une manière radicale. Et moi, je vais raconter une anecdote. Au début du master l'année dernière, j'ai cru qu'on est en master de sociaux qui s'appelle animation et éducation populaire. Parce qu'aussi, il y a l'approche sociologique. Et je me rappelle avec mes camarades qu'on a fait la première au 20e, c'était ici, au 20e. Et je dis en fait, oui, bonjour, on est un groupe de master de sociologie. Et tout le monde me regarde en mode, on n'est pas en sociologie, on est en sciences d'éducation. Et donc, c'était la première révélation quand j'étais là, en fait, que l'appellation, il a du sens aussi. Et je pense, pour revenir à la question, c'est l'éducation populaire aussi, pour moi, je le vois en mode j'ai perdu mon fil d'idée. Je sais pas, mon anecdote, elle m'a fait vriller. J'ai pas suivi mon analyse, mais ouais, je m'arrête là. C'est bon, je suis perdue là. Alexis, je t'en prie. Du coup, d'après moi, si on doit distinguer si c'était que animation et enfin séparé de l'éducation populaire, pour moi, l'animation, on fait pour la personne. C'est-à-dire qu'on va mettre en place pour cette personne-là, alors que l'éducation populaire, on va plutôt faire avec, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble pour arriver à un but commun. Pour moi, je le résumerais plus comme ça. Donc l'animation, on va le faire avec la personne, c'est-à-dire que soit le personnel, soit les éducateurs vont travailler pour la personne. Et dans l'éducation populaire, en fait, on travaille tous ensemble pour arriver à ce but. Très bien. Deuxième question, c'est comment l'éducation populaire peut répondre aux défis actuels? Pour répondre du coup à la deuxième question, je dirais que l'éducation populaire, en fait, c'est une autre façon d'éduquer, donc hors des structures traditionnelles qu'on connaît, donc l'éducation nationale. Et avec l'éducation populaire, en fait, on peut cibler tellement de personnes, tellement de projets, que on en a besoin, en fait, dans nos vies. En fait, c'est le défi de l'éducation populaire, pour moi, c'est le défi de le maintenir et enfin, l'implanter même, en fait, voilà, dans des lieux pour rendre accessible, du coup, toutes ces thématiques qui sont très importantes. Question et réaction du public. Kassim, vas-y. Du coup, pour moi, si on devait séparer le terme animation et éducation populaire, pour moi, le master seulement avec le terme animation, ça reviendrait à faire le BAFA, mais d'une façon un peu plus poussée, je dirais. Être animateur, mais avec plus de connaissances que j'aurais pu avoir au BAFA. Tandis que pour la deuxième question, avec éducation populaire, comme l'a dit, ça rejoint à peu près Emma, si je ne dis pas n'importe quoi. C'est comme si je voulais répondre à des enjeux sur un territoire tel que Mayotte, avec la délinquance, la violence, la déscolarisation, et qu'avec ça, on pouvait créer des projets, créer des choses pour un public, pour cette population, et essayer d'aller vers un objectif commun, atteindre des objectifs de manière efficiente. Excellent. Ok. D'autres réactions, les amis? Oui. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par mes camarades. Emma, je suis assez d'accord aussi avec toi. C'est vrai que l'éducation populaire est hyper importante pour pouvoir
réfléchir et avoir d'autres sphères des sphères plus formelles que l'éducation et l'élargir en dehors de la famille et en plus l'éducation populaire, ce qui n'était pas très simple pour moi à penser, mais en fait je l'ai mieux compris, c'est que ça concerne tout le monde et pas que les jeunes. Et en fait l'éducation populaire, elle se fait tout au long de la vie et pour tout le monde. Et c'est très important. Voilà. Excellent. Quelqu'un a encore envie de s'exprimer? Alors, j'ai une petite question. C'est vrai que bon, vous l'avez un petit peu traduit de différentes façons, etc. Mais j'aimerais avoir un petit peu plus de précision concernant la définition de l'éducation populaire. Voilà, ça, c'est vrai que c'est quelque chose, on l'entend souvent, etc. Mais voilà, quelle définition on met sur ce courant, sur cette notion, sur cette définition du mot éducation populaire. Donc là, j'aimerais sincèrement tous vous entendre. Voilà. Il y en a là qui sont esquivés sur certaines questions, mais là, je serais très attentif à ce que tout le monde puisse répondre à cette question. Donc, pour pas trop s'embrouiller, on va tout simplement commencer maintenant par Cassim. Donc, Cassim, pour toi, l'éducation populaire, quelle définition tu mets derrière cette notion, ce courant ou... Vas-y, parle-nous-en un peu plus. Bah, du coup, pour moi, ça va être un peu dur à expliquer parce que la plupart du temps, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie, je suis étudiant en master animation et éducation populaire. Et concrètement, ils me disent, ça veut dire quoi? C'est quoi? Ça correspond à quoi? Et j'ai du mal à mettre des mots dessus. À part leur répondre, je suis dans le domaine du social. Si je devais expliquer ça rapidement sans trop y réfléchir, je dirais que c'est, comme l'a dit Emma ou Lucie, je sais plus, c'est l'éducation tout au long de la vie, sans avoir à faire ça dans un cadre formel. Ok, super, merci. Nous allons passer maintenant à Mélina. Est-ce que quelqu'un peut lui passer un autre micro que le rouge? Parce que le rouge, il fait un bruit terrible. Donc Mélina, je t'en prie, à toi la parole. Du coup, pour moi, l'éducation populaire, ça serait... En fait, c'est une autre manière d'apprendre en faisant participer l'autre, du coup, et je trouve que ça a beaucoup plus d'impact. Ça a beaucoup plus d'impact. Ok, super, Bodil. Alors, quand on me dit éducation populaire, je pense dans un premier temps à de l'éducation non formelle, donc un petit peu hors des établissements scolaires, hors de l'éducation nationale. Et donc, du coup, ça permet en fait à chaque citoyen de pouvoir s'émanciper. On leur donne les outils on les informe, on les oriente, on les écoute aussi surtout. Et ça peut se passer dans énormément de cadres, comme par exemple l'association d'éducation populaire Charonne-Réunion. Ça, il y en a beaucoup. Il y a aussi, par exemple, une association d'éducation populaire très connue ici, la Fédération Léo Lagrange. Et voilà, ça peut se passer dans énormément de cadres. Et comme l'a dit Emma, c'est de l'éducation tout au long de la vie. Donc, c'est que ce soit pour les jeunes, les personnes âgées, les adultes, c'est vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas de frontières. Superbe. Ok, mais merci beaucoup. Amandine? Donc pour moi, l'éducation populaire, c'est assez vaste. Cette année, ça a été la première fois vraiment où j'ai été immergée auprès de l'éducation populaire. Donc, selon moi, ça, comme a dit Odile, ça n'a pas forcément de frontières. On accompagne diverses personnes de différentes tranches d'âge et de différentes manières, en répondant à leurs besoins avec différents outils, soit en mettant en place des ateliers, à travers la communication, l'échange, l'accompagnement. Enfin, il y a plusieurs manières d'accompagner ces personnes. Et voilà. Parfait, merci beaucoup Amandine pour ces précisions. Rania? Moi, j'ajouterais, pour moi, l'éducation populaire, comme mes camarades ils l'ont mentionné, par rapport au cadre, les outils alternatifs et tout.
Et ça m'intéresse aussi parce que l'éducation populaire, le cadre de l'éducation populaire, ça donne la possibilité de prendre en considération et en compte en fait l'essence et l'existence de la personne, son environnement émotionnel, son environnement psychologique, social, tout en entier, et ne pas être aussi dans une psychorigidité des conditions l'accès au droit, l'accès à la formation, l'accès à l'école, et donc ces normes institutionnelles très rigides. Dans l'univers de l'éducation populaire, il y a d'autres outils alternatifs, il y a plus de flexibilité, il y a plus aussi d'égalité de chance, pas d'égalité de chance, mais plus de chances à d'autres personnes marginalisées qu'on n'a pas eu l'opportunité d'accéder à des formations et d'autres ateliers qui ont pu avoir ça et créer des liens, la cohésion sociale autrement. Et pour moi aussi, pour résumer, c'est défier les normes institutionnelles et défier les normes de ce monde actuel capitaliste. Merci beaucoup, très joli témoignage. Alors du coup, pour moi, l'éducation populaire, je vais reprendre un peu ce que dit Rania. Je pense que c'est un moyen aussi de... Enfin, en gros, aujourd'hui, pour nous, la démocratie... Enfin, pour moi, c'est pas une démocratie, ça n'existe pas, voilà. Et l'éducation populaire, c'est un moyen aussi de répondre... d'entendre toutes les voix et d'essayer d'être le plus juste possible pour tout le monde. Alors que, par exemple, là, on va voter un représentant qui ne nous représentera pas forcément parce que c'est pas lui qui est élu. Je dénonce rien. Mais je pense que c'est vraiment un moyen d'entendre tout le monde et d'essayer de trouver un terrain d'entente. Et de construire des choses tous ensemble aussi et pas seulement une personne. Et bien sûr. Voilà. Ok, superbe. Alexis ? Du coup, pour moi, l'éducation populaire, comme l'a dit Cassim, c'est très vaste. Pour moi, on peut accompagner tous les publics et c'est ça que je trouve intéressant dedans. Et du coup, le lien entre l'éducation populaire du terrain et l'éducation populaire qu'on apprend nous en cours, c'est toute la mise en place de projets, parce que c'est beaucoup de projets mis en place en fonction de la problématique des personnes. Et du coup, je le définirais comme ça, c'est vraiment accompagner les gens par les projets, par le travail de subvention aussi qu'il y a derrière, et tous les travailleurs sociaux qui mettent de leur temps, même s'ils sont salariés, il y a beaucoup de part de bénévolat là-dedans. Et du coup, voilà, mettre en lumière tout ce travail qui est pas forcément tout le temps payé. Superbe. Lucie ? Sans dire ce qui a été redit, mais oui, l'éducation populaire, voilà, elle concerne tout le monde, hommes, femmes, jeunes, vieux, et c'est tout au long de la vie. Et il existe plusieurs courants de l'éducation populaire. J'ai appris ça. J'ai appris qu'il y avait notamment un courant d'éducation populaire libertaire qui serait plutôt axé sur des méthodes alternatives et des principes non hiérarchiques, que ce soit dans le fonctionnement interne de la structure ou du centre d'animation. Et voilà, donc c'est aussi ça l'éducation populaire, c'est tester d'autres méthodes dans un autre cadre qui n'est pas forcément d'enjeu, parce qu'il n'y a pas d'enjeu à l'éducation populaire. C'est juste un espace de pensée pour réfléchir et de donner les moyens à tout le monde de s'exprimer, de s'engager ou pas, voilà. Superbe, merci beaucoup. Donc Emma ? Sans répéter donc tout ce qui a déjà été dit, moi j'aimerais bien juste rebondir sur quelques termes avec lesquels j'étais particulièrement d'accord pour la définition de l'éducation populaire. C'est l'émancipation, parce qu'en fait l'éducation populaire, c'est vraiment placer la population au centre de leur propre apprentissage et de le faire également par la co-construction. Donc vraiment porter, comme on l'a dit, des projets et vraiment tout ça pour donner des clés d'une transformation sociale à des gens. Parfait, merci. Dylan ? Je pense que tout a été dit. Hein. J'ai pas grand-chose à rajouter. Si ce n'est que je peux rajouter, comme ça a été un peu dit, que tout ça, ça va servir à tout type de population,
que l'éducation populaire, comme ça a déjà été dit, ça concerne beaucoup de choses. Ça peut être ne serait-ce que aider les personnes dans leur démarche administrative, comme ça peut être aider à l'aide à apprendre, enfin pour apprendre la langue française. Ça peut être aider les enfants dans leurs devoirs. Ça peut être les accompagner des sorties. Ça peut être des événements avec les personnes âgées, comme avec les jeunes. Enfin, ça peut être tout un type d'action qui est mise en place. Et moi, ce qui me paraissait important aussi dans la définition, c'était que l'éducation populaire, c'était aussi pour faire en sorte que les personnes qu'on accompagne dans ça, elles puissent développer une certaine autonomie. Bon, ça a déjà été dit, mais voilà, faire en sorte que on va les accompagner dans leur action, on va leur expliquer comment faire les choses pour qu'au final, ça puisse leur servir quand les personnes aidées ne seront pas là. Et comme ça a déjà été dit, ça leur servira tout au long de leur vie. Puis ils pourront se dire, voilà, grâce aux associations, grâce aux centres sociaux ou d'autres types de structures de ce domaine-là, bah, j'ai appris à faire ci, à faire ça. Et puis je peux développer cette action, enfin je peux faire cette action tout seul. Et après, derrière, ces personnes-là, elles pourront le transmettre à d'autres personnes qui ne savent pas le faire. Ok, superbe. Merci de toutes ces belles précisions. Merci vraiment à tous pour ces très très beaux témoignages, très très riches en plus. Donc nous allons donner la parole à Yaya qui va clôturer cette petite séance radio. Encore sincèrement, merci beaucoup. Robert, oui, tiens, si tu veux t'exprimer un petit peu. Oui, alors je suis assez content très heureux d'avoir entendu sur l'éducation populaire, d'autant plus que je suis, à partir de janvier jusqu'à peu près au mois de juin, je suis juré d'examen du CMEA. Et ma question que je pose aux personnes qui passent par BPGEPS, qu'est-ce que c'est l'éducation populaire? Et c'est là où je suis parfois un peu surpris des réponses. Mais là, je pense qu'effectivement, vous avez répondu de manière extraordinaire, parce que l'éducation populaire, c'est effectivement de donner la responsabilité aux personnes, les faire grandir, et puis j'aurais 3 mots à dire, c'est aimer, accompagner et accueillir. Vous avez le droit de l'applaudir. Alors un grand merci pour toutes les interventions qui montrent bien que voilà, nous avons devant nous, autour de la table, des professionnels qui vont apporter énormément à la société. Hein. Et vous l'avez dit avec des mots différents, hein, mais l'éducation populaire est un véritable projet politique. Hein. L'idée, c'est permettre à chaque citoyen de rester en veille, hein, d'être attentif à ce qui se joue autour, notamment dans le contexte actuel. On a plus de l'hyper-consommateur, on a les guerres, on a une représentation presque inexistante des classes populaires au niveau de nos différentes instances. Il y a des besoins de participation au niveau de l'échelon local. Hein. Et effectivement, donc l'éducation populaire, c'est un long processus, un long chemin. L'objectif étant de permettre l'émancipation des citoyens, de permettre à ce que chacun puisse trouver sa place, qu'il puisse agir aussi au sein d'un collectif, autour ou à côté d'autres, pour transformer la réalité qu'il peut subir parfois, pour aussi prendre sa place dans le débat public, hein, agir également sur les décisions publiques, politiques. Mais en réalité, c'est un combat permanent parce que on a toujours peur des contre-pouvoirs. Vous voyez là, actuellement, il y a quand même des mouvements qui ne sont pas forcément qu'écolos, hein, de citoyens qui revendiquent un certain nombre de choses, qui voudraient qu'on change de paradigme. Hein. Or, face à des gros enjeux économiques, les détenteurs de pouvoir sont très frileux, hein, et donc ils préfèrent maintenir l'ordre tel qu'il est établi, un ordre dans des rapports de force entre le Nord et le Sud, c'est un rapport entre les pauvres et les riches, c'est un rapport, vous voyez, et l'éducation populaire va permettre, vous l'aviez dit, c'était Émilie qui en avait parlé, et Rania, c'était Rania, il me semble, la notion de conscience, hein, permettre, favoriser la conscience, hein, des citoyens,
pour pouvoir prendre pleinement leur place, parce qu'effectivement, on se rend compte aussi qu'il y a des publics en situation de précarité, hein, des publics qui ne se sentent pas légitimes pour prendre la parole, pour agir, surtout si en plus ils ne maîtrisent pas toujours la langue, si en plus ils ne maîtrisent pas l'outil numérique, etc. Si en plus ils ne décryptent pas les codes institutionnels, ben vous avez une partie de la société qui est mise sur le bord de la route, hein. Et tout le travail de l'éducation populaire, c'est grâce au collectif de co-construire, hein, avec les habitants, les citoyens, les jeunes, les moins jeunes, hein, une société plus solidaire, hein, une société fraternelle, et une société dans laquelle chacun peut avoir son beau petit rayon de soleil. Un grand merci à Dylan, à Emma, à Lucie, à Alexis, à Émilie, à Rania, à Amandine, à Odile, à Mélina et à Kassim. Un merci à Robert pour notre technicien, et un grand merci à David, notre animateur. Je lui laisse quand même pour conclure. L'éducation de chacun par chacun. Vous étiez sur Radio Charonne. Merci à tous.